Claude Kilivic, je viens du sud Finistère. J'ai fait ma carrière dans les DRAC. Vous connaissez peut-être les DRAC, les Directions Régionales des Affaires Culturelles. J'ai été pour la moitié de ma carrière à Rennes, donc au sein de la région Bretagne. La région a 4 départements. N'oublions pas que Thiès-Breizh milite et travaille sur les 5 départements bretons. Hein. Donc, et ensuite, la deuxième partie de ma carrière, je l'ai faite à Orléans, en DRAC d'abord et en région Centre-Val de Loire par la suite. J'ai travaillé dans un service qui s'appelle l'Inventaire général du patrimoine. Certains le connaissent ici, j'ai eu des conversations avec les uns ou les autres. C'est un service qui a été créé par André Malraux dans les années 60, au début des années 60. Il s'agissait de documenter la France en pleine transformation. Et donc ce sont des historiens, des enquêteurs historiens, qui ont mené des enquêtes sur toutes les formes d'architecture qu'auparavant nous appelions les richesses artistiques de la France. Il y avait une dimension beaux-arts, disons, dans notre action. D'ailleurs, on nous appelait les types des beaux-arts, en tout cas tous ceux qui m'ont précédé. Mais en réalité, nous n'étions pas formés dans l'école des beaux-arts, mais ni même architectes, nous étions historiens. Historiens, archéologues, on est diplômés d'histoire de l'art et d'archéologie. Notre spécialité, c'est les formes. Pas tellement l'histoire, la généalogie, etc. On s'en occupe assez peu. Ce sont les formes, et les formes héritées. Alors, héritées, c'est en quelque sorte la dénomination du patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine depuis une vingtaine d'années. Quand Malraux a démarré, c'était les richesses artistiques de la France. Mais très vite dans le service, puisqu'il s'agissait d'enregistrer la France en pleine transformation, avec les grands plans de Gaulle, Pompidou et autres, il s'agissait de documenter l'existant, non pas de faire des études historiques sur un manoir, un château qui aurait disparu, mais l'existant, véritablement. Et très vite, mes prédécesseurs ne sont pas seulement portés sur le château, l'église et le manoir, mais se sont portés aussi sur toutes les formes d'architecture dites aujourd'hui vernaculaires ou rurales. Voilà. C'est-à-dire sur toutes les formes héritées du passé qui n'étaient pas des architectures savantes, dit-on, c'est-à-dire savantes dessinées par un architecte, etc., passées par l'école des beaux-arts. Voilà. Donc, mais par des entrepreneurs de différentes qualités. Je vous dis tout de suite qu'une cathédrale n'a pas été construite par un artisan lambda, même si son maître d'œuvre n'était pas appelé architecte, il avait les qualités d'un architecte, en réalité. Toute cette architecture savante, y compris très ancienne, était l'œuvre de gens très bien formés. Donc l'inventaire général s'occupant, y compris de la maison rurale, s'est occupé des anciennes exploitations agricoles. C'était le moment aussi de la révolution agricole, en quelque sorte. C'était le moment des remembrements. On savait pertinemment, nos cadres savaient pertinemment qu'on allait transformer toutes ces anciennes exploitations de 2, 3, 4, 5, 15 hectares en système d'exploitation à 30, 50, 100 hectares. Pour la région Bretagne, en Beauce, c'est 400 hectares, 600 hectares, 1000 hectares. Ça n'a pas les mêmes proportions. On le savait pertinemment et il fallait documenter ces maisons, non pas les conserver, parce que les propriétaires n'en avaient pas toujours les moyens, n'avaient pas toujours l'intention, etc. Et souvent, les propriétaires paysans, à l'époque, en 1960, construisaient ce qu'on appelait une maison sur motte, quelquefois. Autrement dit, le garage en dessous et la maison légèrement surélevée, et ceci dans la très grande proximité de la ferme du 18e ou du 19e. Voilà. Ils se mettaient devant, plutôt. Donc voilà. Vous avez tous connu ce profil. Il ne s'agissait pas, pour l'inventaire général, de le préserver. Il s'agissait de le documenter. Parce qu'il y avait des perles, en fait, parmi cet habitat, y compris l'habitat modeste. Voilà. On s'occupait également du mobilier des églises. Et là, je m'aperçois que je suis beaucoup trop long, l'introduction. Et l'ordinateur, évidemment, il s'est mis en repos. Donc, je vais poursuivre. Alors, dans les années 90, quand je démarrais mon activité en inventaire général à Rennes, mes collègues étaient en train de publier
Le manoir en Bretagne, 1380-1600. Certains d'entre vous l'ont peut-être connu. S'il y a des amateurs d'histoire parmi vous, et notamment d'histoire des formes, véritablement, je vous conseille cet ouvrage. Il est largement illustré de cas qui couvrent les 4 départements bretons, la Bretagne administrative. Il s'agit du manoir. En 2 minutes, je vais essayer de vous définir ce que c'est qu'un manoir. Et peut-être m'interroger aussi sur, sommes-nous en présence d'un manoir ? Parce que c'est le boulot d'un type, d'un enquêteur comme je l'ai été. Aujourd'hui, je suis retraité depuis 2 ans. De m'interroger, comme l'a fait brillamment Georges tout à l'heure, dans l'analyse de la façade et du bâti. On ne doit jamais croire sur un seul indice. Jamais. Si vous lisez dans un bouquin, surtout écrit au 19e, que cet ouvrage-là est un manoir, essayez d'en trouver un second qui dise la même chose, etc. Ensuite, essayez d'aller voir l'œuvre en question, in situ, véritablement. Soyez toujours très critique face à des informations historiques. Il faut conjuguer les sources. Alors les sources pour les gens de l'inventaire général, c'est simple, c'est à la fois le monument in situ, qui dit un certain nombre de choses. On va pouvoir le faire aujourd'hui ou demain, il est parlant en quelque sorte. Et les archives. Très important les archives. L'une des archives que vous avez tous à disposition, c'est le cadastre napoléonien. Il est maintenant numérisé par l'ensemble des archives départementales de France. Vous pouvez le lire depuis votre chambre à coucher. Alors, il y a un document qui est aussi très intéressant et qui est associé au document plan, c'est la matrice. C'est les états de section qui décrivent qui le possédait, à quel moment, et possédait quoi, exactement. Ça, c'est aussi très intéressant si vous poussez plus loin les recherches sur votre propre maison, par exemple. Mais vous aurez un état en 1830, à peu près. Le cadastre napoléonien, c'est une institution de 1810, mais ça a été mis en œuvre sur 2 générations, entre 10 et 50 ou 1860. Quelquefois, pour une même commune, vous avez 2 cadastres napoléoniens. Celui de 1810, mais il a été fait trop tôt, il était donc imparfait. Donc on l'a refait 2 générations plus tard. Mais ce sont des documents très très intéressants qui peuvent vous dire beaucoup sur l'histoire de votre maison. Voilà. Alors, le manoir en Bretagne, qu'est-ce que c'est un manoir ? Parce qu'ils sont d'une grande diversité. Quand vous allez voir quelques images là, et feuilleter ce livre peut-être, vous verrez qu'il y a une grande diversité de formes et elle ne se distingue pas toujours d'une maison rurale, d'une maison de paysans ou d'une maison d'un notable rural d'il y a 4 siècles. Un notaire par exemple, un officier seigneurial, un procureur, cette élite de l'ancienne administration, de l'Ancien Régime. Ils habitaient aussi des maisons de qualité. Et ils habitaient des maisons de qualité qui n'en avaient pas moins que celui-ci. Qui était un manoir ? Oui. Nous connaissons quelques éléments de généalogie qui nous donnent à penser et qui nous certifient que la personne ici qui possédait cette terre était ce qu'on appelle un seigneur, un aristocrate, un noble. Il avait des privilèges. Notamment, il avait des privilèges en matière d'impôts. Il ne payait pas les impôts directs au roi, au suzerain supérieur, le roi en l'occurrence. Donc s'il ne payait pas les impôts directs, il bénéficiait d'une niche fiscale en quelque sorte. Et il devait faire la preuve qu'il était noble. Et ça sur 4 générations, à partir de Louis XIV, 4 générations. C'est-à-dire que vous deviez faire la preuve que vous aviez 16 aïeuls qui étaient d'origine noble. Ouais. Et là, vous bénéficiez des exemptions d'impôts. Donc, on est en quelque sorte documenté sur l'état généalogique de ces possesseurs de maisons nobles. C'était dans le cas de ce qu'on appelle la réformation de la noblesse. Si vous fouillez les archives, vous verrez ces éléments-là. Grosso modo, c'est un contrôle fiscal sur la qualité des personnages qui bénéficient d'exemptions. Donc, la noblesse à cette époque dans l'Ancien Régime. Donc, nous avons suffisamment d'éléments ici pour dire que nous sommes chez des personnes de qualité
qui avaient le rang de seigneur, ou dans certains cas, on les appellera les sieurs, sieurs de tel endroit, etc. Ils ne sont pas toujours nobles, mais ils sont en pleine ascension sociale. Et ils ont une aisance financière suffisante pour faire construire quelque chose de qualité. Et ils sont reconnus dans leur communauté comme étant financeurs, mécènes de l'Église ou des éléments comme ça. Mais ils n'ont pas les privilèges du noble, qui non seulement a ses privilèges fiscaux, mais il a aussi les privilèges d'apparat. Seul le noble peut se vêtir de turban dans certaines circonstances et vêtir tel ou tel habit, notamment à la messe où il a des places réservées. C'est des privilèges d'apparence. Et d'autres privilèges encore, si vous vouliez faire carrière dans l'armée, aux rangs les plus élevés, il fallait absolument être noble et aristocrate. Donc ce sont ces gens qui, en quelque sorte, habitaient ces ouvrages de qualité. Je vais essayer d'accélérer. Georges, n'hésite pas à me pousser parce que je suis particulièrement lent. C'est une première, donc je ne suis pas encore calibré en temps. Et je ne suis pas calibré avec cet appareil non plus. Ici, justement, nous avons une maison rurale. Alors je vais passer, mais c'est aussi une maison rurale de qualité, puisque il y a peu de temps, il y a déjà 15 ans ou 20 ans, le service de l'inventaire général est passé sous l'autorité non plus du ministère de la Culture, mais de la région Bretagne, et mes collègues ont publié une synthèse sur l'architecture rurale de Bretagne. L'une des qualités des ouvrages de l'inventaire général, c'est de publier uniquement les belles photos. Et on fait appel à des photographes professionnels, fonctionnaires de la collectivité. C'est l'une des exigences de l'inventaire général, parce que la preuve par écrit, c'est une chose, mais si l'écrit se trompe, quelle est la qualité de cette information? La preuve par l'image, il y a aussi des images trafiquées, me direz-vous, hein, elle paraît plus objective, mais ça se discute aussi. Mais en tout cas, il était très très important de restituer cette collecte avec des images. Là, vous avez uniquement la maison rurale, mais quelques images de manoirs. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ici. Et là, voilà, nous avons une architecture de qualité, c'est une maison de laboureurs, de riches laboureurs. Mais vous voyez un perron ici couvert, avec une petite couverture en ardoise, 2 colonnes qui portent cette couverture en ardoise. Une construction assez élégante du XVIIe siècle, probablement. Ici, nous avons une maison de marchand. On est en Ille-et-Vilaine, là, hein, avec une tour. Quelquefois, on dit un peu rapidement que l'une des caractéristiques du manoir, c'est la tour. En réalité, vous trouverez des maisons paysannes avec la tour d'escalier de la même façon. Alors, la tour, c'est un peu comme l'habit du noble, hein, en matière d'architecture, c'est de l'ostentation. C'est important. Ici, nous avons une maison de prêtre. Qualité de la construction, les assises de moellon, ici, la pierre de taille qui constitue les baies, et une lucarne très très bien ornée. Ici, si vous voyez mieux l'image, c'est une stylistique Renaissance. Hein. On est après les années 1500, voire dans les années 1700. Mais vous voyez que Georges vous parlerait de la même qualité de construction ici que ce qu'il nous a montré là-bas. Hein. Donc, maison de prêtre, mais également un notable de ce régime, d'ancien régime. Alors là, on ne voit pas grand-chose. C'est l'ouvrage que vous avez vu en couverture. Alors, j'ai lu le propos de mon ancien collègue Jean-Pierre Ducouret qui parlait d'archétype du manoir, ici. Hein, cette couverture, probablement puisqu'on l'a choisi en couverture également. Mais ici, on voit mal, mais il y a une cheminée monumentale absolument spectaculaire, digne de celle que vous voyez dans les châteaux, à la Roche-Jagu. Tiens, je prononce le mot château pour la Roche-Jagu, mais certains l'appellent le manoir. Vous voyez, il y a des formes très, très... l'usage n'est pas strict, extrêmement normé. Il y a différentes formes de manoirs. Une cheminée monumentale, à chaque niveau 2 pièces, et
l'escalier dessert, en quelque sorte, distribue à la fois à la verticale, mais également à l'horizontale. Ce qui est intéressant quand vous étudiez l'architecture, c'est de suivre l'évolution de l'escalier dans l'architecture. En fait, c'est un système d'invention. On cherche un peu ces marques. Et ici, c'est un système de distribution, certes, à l'horizontale, ça tout le monde le comprend, à la verticale aussi, quoique ici il y a une porte directe à l'entrée, mais dans certains manoirs, vous avez la porte d'entrée qui est dans l'escalier, qui distribue d'un côté. Mais pour aller dans la pièce d'à côté, vous devez passer par la porte là. Donc, c'est pas un système de... Si vous deviez habiter cette maison, vous sentirez bien qu'il y a un problème. Il y a un problème sur l'emplacement de l'escalier, comment il est placé pour distribuer à l'horizontale et à la verticale. On verra plus tard qu'à partir du XVIe siècle, vous avez peut-être vu Azel Rideau, c'est un escalier rampe sur rampe. C'est déjà une nouveauté parce que vous arrivez à concevoir un palier. Un palier, vous distribuez à droite et à gauche. Avec un escalier en vis, souvent vous n'avez pas de palier. Et donc vous allez distribuer à droite, à gauche, mais en montant d'une marche supplémentaire. Si bien que vous n'aurez pas les planchers au même niveau. C'est tout bête, hein, mais c'est l'escalier qui contraint à ça. Et petit à petit, les constructeurs, en se rendant compte de tout ça, avec les innovations, et là l'innovation c'est la Renaissance, c'est l'Italie. Donc les premiers escaliers rampe sur rampe en France, c'est les toutes premières années 1500. Ce qui n'empêche qu'à Chambord, on fait encore des escaliers de double révolution en 1515, donc en 1519. Alors ici, ce qui est intéressant aussi, pour revenir à mon propos sur les manoirs, comment ils quadrillent le territoire, suivant les régions en Bretagne, la densité n'est pas la même. Ici, dans le Léon-Trégor, on est à la limite, la densité est très très forte. Le terrain rapporte. C'est un terrain labourable, c'est un terrain arable, c'est un bon terrain, et aujourd'hui encore, il rapporte bien. Dans d'autres régions de la Bretagne, il rapporte moins. Donc il y a de l'argent d'un côté, et évidemment il y a une densité des manoirs qui est plus importante. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est basique. Ici on est dans le Finistère Sud, on est dans le pays bigoudin, et vous avez les manoirs qui sont recensés cette fois par les archives, à partir des actes de la réformation de la noblesse. Grosso modo par paroisse, qui était l'unité administrative d'Ancien Régime, vous en avez 6. Dans le Léon, minimum le double, 12. Je ne sais plus si... Voilà, ici c'est Plougoulm, on n'est pas très loin. Voilà, si vous comptez, dans une seule commune, alors que précédemment on était dans un canton, nous en avons 13 dans la commune, je crois, 13 ou 19 de mémoire. Mais les points noirs, c'est ceux qui sont encore lisibles, debout, et que vous pouvez encore identifier comme tels. Il y a beaucoup plus de points blancs, ils sont détruits, ils sont mentionnés par les sources écrites. Il y a à peu près la moitié de destruction, voire le tiers de destruction, et ceci depuis des temps très anciens. La période qui nous occupe, là, c'est 1380-1600, grosso modo, c'est le temps des ducs de Bretagne, le 14e, le 15e, à la fin du 14e, après les périodes dures de peste, des périodes de pandémie terribles, au 14e avec une décrue de la population. Donc ça, c'est une période de reprise, la Bretagne est indépendante, et ensuite, elle sera rattachée à la France, elle perd son autonomie, mais grosso modo, on est dans cette période-là. Mais à la fin de cette période-là, avec Louis XIV, et l'ensemble des conflits que ça va générer, on va perdre en constructibilité, si vous voulez, en moyens financiers. On va même perdre en matière de bois. C'est-à-dire on n'aura plus assez de bois, on construit beaucoup de bateaux, on va décimer nos forêts, etc. Guillaume Léon, là, sur un banc, pourra vous en parler. L'usage du bois, il connaît particulièrement. Il m'a complètement bluffé par sa démonstration qu'il m'a fait sur les châssis-fenêtres là-bas, je vous en prie. Et allez l'écouter. Comme Georges tout à l'heure, moi j'apprends énormément de choses, je ne vous ai pas dit un truc, mais je suis depuis seulement 2 mois dans l'administration de Thiès-Brest, je suis vraiment un genou mais dans ce cas, mais j'apprends énormément en une seule journée. J'espère que vous prendrez le même plaisir. Donc là, cadastre ancien, je vous en parlais tout à l'heure. Ici c'est Mesneuf, on est en Ille-et-Vilaine.
Ce qui est intéressant, mais ce n'est pas lisible, peut-être qu'ici, non, même pas. Le cadastre ancien n'est pas lisible, mais je vous invite à regarder ces trucs. C'est sur Internet, c'est facile à trouver. Et quelquefois, votre maison, elle est peut-être plus simple que ça, vous la repérez, mais vous repérez aussi le manoir de proximité. Vous verrez comment il était construit encore au début du 19e. Ici, à Maisneuf, on a un système de douves, on a un moulin à eau, on a une chapelle, on a un four, on a le logis manorial et la dépendance. C'est tout un système extrêmement complexe, extrêmement puissant. Ici, vous le devinez peut-être, vous avez une ruine à droite là. C'était beaucoup plus complexe auparavant. Sur le cadastre ancien, vous voyez une construction là où nous sommes. Quel genre de construction? On essaiera de voir ça un peu plus tard. Mais c'est intéressant aussi parce que moi je m'interroge sur la qualité de ce bâtiment-là. Bon, je vais passer là-dessus. Alors, il y a une chose aussi à laquelle je suis très attaché, et j'ai appris que Thiès Braise y était très attaché aussi, ce sont les éléments végétaux. C'est-à-dire que l'un des éléments qui constitue un manoir, c'est aussi la présence du jardin. Les jardins fruitiers, c'est important. Dans certains inventaires, on vous décrit précisément poiriers, pommiers, fruitiers en tout genre, et les allées qui constituent en quelque sorte les perspectives qui mettent le manoir visuellement sous ses plus beaux attraits pour sa proximité. Et là, vous avez une allée de 1 km, ni plus ni moins. C'est-à-dire que là, on a un système qu'on peut rapprocher de celui du château. C'est-à-dire que c'est un système massif, mais le cadastre ancien en rend bien compte. La présence de l'eau, c'est pour à la fois activer le moulin, mais c'est aussi pour, je pense que c'est le cas ici, pour la défense. Les fossés sont mouillés, dit-on, c'est-à-dire qu'ils sont encore en eau. Ils sont plus pratiques pour la défense du terrain. L'une des caractéristiques du manoir, je le dis vite, j'aurais dû le dire, mais c'est les éléments défensifs qui peuvent le constituer. Ici, j'en ai pas vraiment vu. Les éléments défensifs démonstratifs. J'ai pas vu de bouche à feu, ce qu'on appelle des trous qui permettent de passer un canon ou ce qu'on appelle une coulevrine, un fusil de gros calibre. J'en ai pas vu ici. Dans les portails, j'aurais pu en voir, mais il n'y en a pas. On est pourtant dans une période troublée, 1563. Mais les troubles viendront peut-être après, en 1580, ici à Morlaix. Donc, et je voulais vous parler du vivier. Ça aussi, c'est une prérogative du noble, c'est-à-dire qu'il était le seul à pouvoir constituer un vivier, une réserve de poissons, tout comme il était le seul à pouvoir élever un moulin, tout comme il était le seul à pouvoir élever un four, et puis les gens de la paroisse devaient venir son four, donc ils étaient dépendants, enfin bref, c'est ce qu'on appelle les banalités. Le four banal, tout ça vient de cette expression-là. Alors, ici, les éléments défensifs, on est à Kersaliou, Saint-Paul-de-Léon, c'est pas loin. C'est extrait d'une Taylor et Nodier, c'est un récit de voyage illustré au milieu du 19e. Un logis en forme de L, la tour dans l'angle, un modèle très très fréquent. Et ici un mur de clôture avec ce qu'on appelle des créneaux, comme dans les châteaux, qui permettent de se défendre des coups de fusil et d'en passer par la partie ouverte, etc. Donc un système défensif. Nous aurions pu trouver des créneaux là, peut-être y en avait-il, j'en sais rien. Et tout ça a pu disparaître en 400 ans. Parce que nous sommes à un endroit stratégique. Je vais le dire tout de suite parce que c'est une chose importante. Un manoir ne se construit pas n'importe où. Il essaye de prendre position dans un site qui le rend ostentatoire, soit pour la défense, soit pour la monstrance. C'est-à-dire qu'il domine non seulement son site, mais son paysage. En plus, il y a une route là très intéressante. C'est une route ancienne qui permet d'accéder à l'église depuis la rivière de Morlaix. Les communications, auparavant, étaient plus sûres par voie navigable que par route qui était peu entretenue, ou pas entretenue, ou de très mauvaise qualité. Donc sa position ici, près de la rivière de Morlaix, est superbe.
En plus, si j'ai bien vu, si vous descendez le chemin, là, il y a une fontaine en bas. Il fallait bien alimenter les bateaux en eau. Très, très précieux, encore une fois. Donc, une position stratégique. Là, les défenses, très bien. Ici, encore une fois, une tour dans l'angle. Vous voyez que la porte d'entrée est marquée par un traitement stylistique important, ici, d'une manière gothique, en quelque sorte. C'est le manoir en ville, cette fois d'un chanoine, à Saint-Paul-de-Léon. Donc les manoirs, c'est pas seulement à la campagne, on peut en trouver en ville également. Le pendant, on l'appellera l'hôtel particulier. Dans les textes anciens, le manoir peut être appelé maison, peut être appelé hostel, peut être appelé gentilhommière. Ici, la touche Brondineuf. Alors, les noirs et blancs, plus les dessins comme ça, ne se voient pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a une façade de très belle qualité là. Très belle assise de pierre. Et oui, je ne trouve pas comme ça. Eh bien, tant pis, hein. Il faut que j'avance. Mais tu parlais des trous de boulin tout à l'heure. Très intéressant pour les échafaudages. D'accord, mais pas seulement. Ici, vous devinez une ligne, là. Une ligne horizontale. En fait, c'est ce qu'on appelle une galerie. C'est-à-dire que c'est une zone où on circule horizontalement en dehors de la maison. Et les trous de boulin que vous trouviez ici, là, si vous pouviez voir l'image, portaient les éléments de la galerie. C'est plus complexe que ça encore, mais je ne vais pas poursuivre. Mais sachez que les trous de boulin, échafaudage, d'accord, mais des galeries aussi. Les galeries, ça permet de circuler à l'intérieur d'un ouvrage assez complexe, sans passer par l'escalier, qui, on l'a vu, ne présente pas toutes les qualités pour circuler convenablement dans l'ouvrage. Et ici, un ouvrage très intéressant aussi, on est à comment ça s'appelle? Mézéderne. Voilà. Très bel ouvrage dans le coin, c'est un logis-porte. Alors là, vous devinez la tour. Intéressant cette tour. Vous me direz, c'est l'emplacement de l'escalier. Eh bien non, il n'y a pas d'escalier là-dedans. Il y a deux chambres, assez peu fonctionnelles, de petite dimension, et le pigeonnier au-dessus. Ici, on a un pigeonnier aussi au-dessus. Logis-porte. En quelque sorte, il serait là, au-dessus du portail. Voilà. Il y avait un logis ici aussi. Vous voyez que le manoir, c'est pas seulement ce qu'on appelle un corps de logis, ça peut être deux corps de logis, voire trois corps de logis. Ici, à Keroukiu, on conserve un corps de logis. Il y en avait au moins un deuxième ici. La question qu'on se pose quelquefois, Laure a eu une relation avec l'un des auteurs de l'ouvrage, Jean-Jacques Rioux. Il parle du métairie de la porte. Voilà. La métairie, c'est en quelque sorte, dans le système manorial, c'est aussi un lieu d'exploitation agricole et artisanale. Et donc, il fallait un métayer, un paysan qui s'occupe des terres. Dans le système des privilèges seigneuriaux, la métairie de la porte était exempte d'impôts, le fouage cette fois. Donc encore quelque chose de très très intéressant pour le propriétaire. Et le seigneur pouvait loger dans un logis de la métairie de la porte son métayer. Donc il n'était pas logé dans les mêmes conditions. Évidemment, il n'y avait pas de pièces d'apparat, etc., de grandes pièces. C'est le cas dans le logis là. Il n'y a pas de pièces d'apparat. Mais il y a des petites unités, notamment lorsque vous êtes dans le chemin, il y a des portes doubles, géminées, dit-on. Si nous pouvions rentrer dans ces pièces-là, c'est des pièces réduites. À quoi servaient-elles? Question. Voilà. Sachant qu'au-dessus de l'une d'entre elles, il y a un four à pain. Je regarde Laure parce que il est risqué d'y rentrer, hein. Donc je ne l'ai pas ausculté très profondément. Donc, quel était l'usage de cet ouvrage? Voilà. Est-ce que c'était un serviteur du Seigneur qui habitait là?
En même temps, il y a des petites fenêtres sur la façade qui ne sont pas des meurtrières. Les meurtrières permettent de passer une arme, etc., et d'être protégé en même temps. Là, c'est des petites ouvertures qu'on appelle des jours dans le langage de l'architecture. Ça permettait d'observer tous les passages. Voilà. C'est un élément de défense. Bon, il n'est pas massif, mais c'est un élément de défense. Qui habitait là? La question se repose. Il faudrait que nous trouvions quelques témoignages dans les archives supplémentaires où nous multiplions les investigations. Ce qui est très intéressant aussi à l'inventaire général, c'est qu'on ne fait pas seulement appel à des photographes, on fait appel à des architectes ou des dessinateurs qui font des relevés très précis. Ça, c'est intéressant pour comparer, pour mesurer, etc. Ici, il y a une équipe d'archéologues qui a quand même travaillé chez Laure. Ils ont fait des fouilles dans le jardin. Ils ont investigué partiellement sur le logis, plutôt dans la documentation que sur les morceaux d'architecture proprement dit. Mais là, nous avons une architecte du patrimoine qui a travaillé sur le logis proprement dit, qui se projette dans une restauration et qui donc a appris des codes assez précises. Une image du manoir, je voulais vous montrer la porte, ici le portail et les défenses. On est à Plournure-Lanverne. Ici, alors je vous parlais du rapport du logis seigneurial à la métairie. Ici, le logis seigneurial est là, la métairie est là. Tout ça est attesté par des documents. Ce n'est pas une interprétation de ma part, là. C'est la métairie de la porte qui est là, carrément accolée au logis. On est dans le Morbihan, là. Ici, encore une sorte d'archétype du manoir. L'image n'est pas suffisamment bonne pour qu'on puisse voir la qualité de la mise en œuvre de la pierre de taille en totalité. Ici, granit. La sobriété relative des ouvertures, des baies. Il n'y a pas beaucoup d'ornements, sauf sur les lucarnes. Si vous avez observé le Carocchio, vous avez le départ des pierres qui constituaient une lucarne. Ils ont été déposés, les parties les plus élevées, et on avait une lucarne de très, très jolie qualité à Carocchio. Ici, grande cheminée dans ce manoir qui est à Couat-de-Couraval. Ici, je voulais vous montrer les portes, les différentes portes. Les portes en arc brisé, on est plutôt au 15e. Ici, les fenêtres. Alors, vous avez vu les croisées et les meneaux. Georges nous en a parlé. On a vu des traces dans le mur de Carocchio, là, avec la traverse qui était supprimée. Ici, les lucarnes. Voilà. En partie basse, vous avez des lucarnes du 16e, même si vous voyez très très mal. Vous voyez que les formes 16e empruntent beaucoup au demi-cercle, des choses, dit-on, cintrées, avec des entablements et des scènes sur les entablements, là, et des petits pilastres ici. Tout ça, c'est du vocabulaire Renaissance. C'est très très différent des choux frisés gothiques de la période précédente. On est au 16e, on est au 15e. Ici, l'escalier en bois, en vis, tout comme celui qu'on ne peut pas voir, mais qui est dans la porte où l'entrée est marquée interdite, la porte de la tour d'escalier. C'est un escalier en bois, en vis. Alors ici, c'est une image que j'aime beaucoup, c'est le Molan en Ille-et-Vilaine. Vous devinez la charpente, vous devinez les poinçons qui descendent. C'était ce qu'on appelle une salle basse sous charpente. C'est-à-dire que vous aviez une seule salle basse, un seul volume au sol, en rez-de-chaussée, qui montait jusqu'au faîtage, ici. Et vous avez la charpente qui était non pas visible, elle était couverte d'un lambris. Alors, vous connaissez tous ça dans les églises. Vous l'appelez à tort une voûte, ce n'est pas une voûte. Une voûte, c'est un ouvrage de maçonnerie en pierre. Mais c'est une charpente sur laquelle on a cloué des lambris, tout simplement. En fait, c'est une fausse voûte. Donc là, vous aviez un ouvrage intéressant. Ici, vous voyez une charpente à chevron portant ferme, c'est-à-dire que
Vous connaissez la charpente, la triangulation, les arbalétriers comme ça qui descendent, l'entrée qui est en bas et les pannes qui filent à l'horizontale. Ici, au 15e, on a uniquement des chevrons qui se succèdent tous les... Guillaume, il doit connaître ça par cœur, qui se succèdent tous les 60 cm à peu près, et qui tiennent et qui raidissent confortablement les charpentes. Type de charpente 15e, mais je possède une maison du 19e, du milieu 19e, qui a aussi une charpente à chevrons portant ferme. Voilà. Il n'y a pas la fameuse panne horizontale que vous voyez à mi-distance entre le faîtage et le plancher. Ici, les conditions de lumière sont terribles, pourtant c'est une très belle photographie. On a une tour d'escalier sous la forme d'un pavillon, carrément, qui est à l'angle également du manoir. Et ici, il y a une partie perpendiculaire et là, il y a une partie qui a été détruite, donc qui n'a pas été construite. Mais bref, on a une tour dans l'angle, encore une fois. Cette fois, c'est un escalier rampe sur rampe. Mais la tour est à l'emplacement de celle du manoir archétypal qu'on véhicule quelquefois. Là, il y a un manoir et une ferme. C'est strictement pareil. Voilà. Donc c'est un manoir d'un gentilhomme vraiment dont la fortune était maigre. Si nous voyons l'arrière, nous aurions pu le distinguer, il y a une tour d'escalier à l'arrière, ici, alors qu'ici il y en a pas. Voilà. Et si on pouvait distinguer grosso modo comment sont faites les baies, les fenêtres ou les portes, on verrait certains éléments de décor sur le linteau de la fenêtre, alors que la porte est simplement chanfreinée, c'est-à-dire les angles sont abattus, c'est tout simple. Alors je termine par ça, c'est un manoir, mais bon, on peut l'appeler le château. Ici c'est le Hack au Kew, en Ille-et-Vilaine. Il a un volume très très important. Alors là, l'ostentation est maximale. On ne se contente pas d'une tour, mais de plusieurs tours, avec des toitures en poivrière. Enfin bref, on en met plein la vue. La Roche-Jagu, que vous connaissez dans les Côtes d'Armor, pas si loin, on peut le qualifier de manoir de la même façon. Là, je ne sais pas. Pendant 30 ans, je pourrais m'interroger pourquoi on l'appelle tantôt château, pourquoi on l'appelle tantôt manoir. Je ne saurais pas vous dire. Mais vous voyez qu'il y a un écart extrêmement puissant entre des formes d'architecture monumentales, certaines formes d'architecture beaucoup plus simples, finalement des seigneurs ou des sieurs qui vivent comme des riches laboureurs, qui vivent comme des marchands, qui vivent comme des prêtres ou des officiers seigneuriaux. Voilà.